J'ai postulé dans un service de conseil aux entreprises en difficulté. Et dans le parcours de recrutement, il faut forcément voir un associé. Donc on voit d'abord un directeur. Et le directeur avait pris son petit bloc-notes et son petit stylo. Et à la fin de l'entretien, la seule chose qu'il y avait sur la feuille devant lui, c'était le sigle féminin, donc le rond avec la croix. Et il m'a dit, bon, alors moi, je veux vous embaucher. Le problème, c'est qu'il faut voir un associé. Si vous voyez l'associé en charge du département, il va pas vouloir parce qu'il veut pas embaucher de femmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'il soit en vacances. Et puis, on va organiser l'entretien avec un autre associé à qui ça pose moins de problèmes. Et puis, comme ça, vous pourrez peut-être être embauché. L'action, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Christelle. Bonjour Nelly. Vous avez un parcours au croisement du monde de la finance et de la construction, donc plutôt masculin, avec un premier passage en cabinet de conseil, puis dans des sociétés d'investissement et d'immobilier, avec de premiers postes de direction dès 2014. Vous êtes aujourd'hui DG de la Société de la Tour Eiffel, qui est une foncière immobilier tertiaire qui comprend bureaux, commerce et logistique urbaine. Vous êtes également présidente de l'Observatoire de la Charte de la parité dans l'immobilier depuis 2 ans. Vous avez compris dès votre entrée dans la vie professionnelle qu'être une femme posait une différence, mais celle-ci ne vous a jamais freiné dans votre réussite. Je suis ravie de vous recevoir et j'aurais aimé savoir quelle est votre vision du pouvoir. Alors, ma vision du pouvoir, j'ai réfléchi à cette question-là en venant, parce que je sais que c'est une question traditionnelle. Le mot pouvoir, pour moi, il est un peu vertigineux, en fait. C'est-à-dire que quand on parle pouvoir, on parle de quelque chose qui, moi, me parle pas forcément ou me fait parfois un peu me retrouver dans des situations où j'ai pas l'impression d'être forcément, à ma place, même si ça va avec le rôle, hein, j'en suis bien consciente. Quand on arrive vers moi en me disant, bon, bah voilà, maintenant, faut trancher, finalement, c'est ça le pouvoir, hein, on est la dernière personne à trancher. En revanche, pour moi, c'est aussi quelque chose que je relie à ce qu'un prof m'avait dit en dernière année d'école de commerce, qui m'avait dit, tu verras, dans la vie professionnelle, pour en tout cas les gens qui ont une forme d'ambition, il y a 3 moteurs à l'ambition possible. Tu verras lequel est le tien et ta carrière sera certainement guidée par un des 3. Et parmi ces 3, il y avait le pouvoir, il y avait aussi l'argent et il y avait la liberté. Et finalement, moi, je sais que c'est pas le pouvoir, mon driver. Donc, je réponds pas complètement à la question, mais pour moi, le pouvoir, c'est un driver d'ambition, mais c'est pas le seul et c'est pas le mien. Alors, vous avez quand même dit plein de choses dans cette réponse. Déjà, la première, c'est que vous avez dit qu'il y a quand même le rapport au pouvoir de décision. Votre prof vous a dit qu'il y a 3 drivers, pouvoir, argent, liberté. Il y en a un qui vous drive plus que l'autre, du coup. Ah, moi, c'est clairement la liberté. Alors, c'est quoi la liberté que vous trouvez dans votre poste de DG ? L'autonomie, le pouvoir de choisir, le pouvoir surtout de disposer de mon temps comme je l'entends. Et ça, c'est vraiment un truc. Bon, après, j'imagine que c'est vrai pour beaucoup, beaucoup de femmes, hein, surtout quand on doit gérer une part de vie personnelle qui est toujours un peu plus importante que chez les hommes. Forcément, la liberté, pour moi, c'est la première. Alors, l'argent, par exemple, n'est clairement pas mon driver, mais il fait partie des éléments qui permettent d'avoir une certaine liberté par ailleurs. C'est-à-dire pas forcément la liberté professionnelle, mais la liberté de choisir où on veut partir en vacances sans trop se mettre de limites, la liberté de permettre à ses enfants de choisir une voie plutôt qu'une autre, parce qu'elle est peut-être un peu plus chère, mais qu'on va avoir les moyens de le faire. Enfin, derrière la liberté, il n'y a pas que l'autonomie. Il y a aussi la liberté que donne une fonction par les à côté que permettent cette fonction. Est-ce que vous avez toujours voulu ce poste-là ? Surtout que je l'ai dit en intro, vous êtes rentré dans un monde très masculin. D'abord le conseil, puis la finance, puis l'immobilier. Donc quand est-ce que vous êtes projeté DG, si jamais vous vous êtes projeté DG ? Alors, je ne me suis jamais projetée DG. En revanche, j'ai toujours... Alors, j'aime pas dire que j'ai construit ma carrière parce que j'ai jamais pensé à l'étape d'après, mais le grand driver de ma vie professionnelle, c'est est-ce que je continue à apprendre ou pas ? J'ai toujours cherché à apprendre et j'ai toujours voulu le job d'après, comme on dit, en fonction de ce que ça m'apprenait en plus et en quoi ça me permettait de grandir. Et finalement, à un moment, la composante managériale est devenue quelque chose que j'avais envie d'apprendre et dont je sentais que c'était nécessaire pour pouvoir passer encore à l'étape d'après. Et donc finalement, mon poste avant celui-ci était DG France d'une grosse structure internationale. Donc finalement, c'était plutôt patronne de business unit que patronne d'une entreprise. Mais c'était déjà le job d'avant de celui que j'ai aujourd'hui. Et à chaque fois, je me suis projetée plutôt dans ce serait quoi le job d'après.
Donc, je prenais un poste et en me disant le job d'après, ce serait quoi? Et finalement, ça s'est fait comme ça, mais ça aurait pu être DG d'une entité importante au sein d'un grand groupe dans lequel il y aurait eu un DG de groupe évidemment au-dessus. Et quelque part, c'est un peu la façon dont les choses s'écrivent. Mais bon, voilà, j'ai jamais voulu être DG. En revanche, j'ai toujours voulu le job d'après. Vous avez parlé de management. Comment ça s'est passé votre entrée dans le management? Et il y a une dizaine d'années, ce que je disais, c'est aussi une entrée au CODIR. Alors, c'était pas exactement un CODIR parce que vous avez pris un poste de direction. Il n'y avait pas de CODIR en tant que tel, mais c'était un équivalent. Comment ça s'est passé, du coup, cette prise de poste vers du plus de management? Plutôt très bien parce que moi, je me sens légitime quand je maîtrise les sujets. Et je sentais que je maîtrisais suffisamment bien le sujet pour être capable de manager des gens qui travaillaient dans mes équipes sur ces mêmes sujets. Après, le management, comme j'ai commencé ma carrière dans un cabinet de conseil, finalement, on l'apprend assez vite dans ces cabinets de conseil-là parce que la pyramide de fonctionnement fait que dès qu'on est junior, on encadre des stagiaires, et puis dès qu'on devient senior, on encadre des juniors. Donc finalement, il y a toujours une composante managériale. Elle est beaucoup plus ténue, évidemment, et elle est beaucoup plus limitée, mais c'est quelque chose qu'on construit pas à pas. Et c'est vrai que la fonction de direction, avec le titre de directeur, moi, elle m'a paru dans l'ordre des choses, on va dire, parce que j'avais atteint un certain niveau de seniorité et que j'avais des gens à qui j'avais des choses à apprendre et qui avaient aussi évidemment des choses à m'apprendre, mais voilà, dans lequel le caractère managérial paraissait assez légitime et naturel. Voilà. Aucune difficulté? En fait, là, on est sur aucune difficulté. Alors si, il y a toujours génial. des difficultés, évidemment, mais je les ai probablement davantage ressenties quand j'ai eu le poste de DG. Parce que là, il n'y a personne au-dessus vers qui on peut se tourner pour dire « Et toi, tu ferais quoi ?» On est un peu tout seul avec soi-même. Et là, il faut décider. Et là, c'est plus dur. Et notamment quand il faut prendre des décisions très complexes de réorganisation, de personnes qu'on essaye de mettre à une place, mais ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut se rendre à l'évidence. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Et là, il faut prendre des décisions très dures. Et parce que c'est jamais facile à prendre. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais vécu comme ça. Mais on sait que pour le bien de l'entreprise, il faut le faire. Et donc, c'est là où, pour le coup, on ressent bien le poids du management et le poids de la fonction. Quand vous parlez de DG, vous parlez de votre poste aujourd'hui, parce que hier, vous étiez DG de France, du coup. Ouais, alors si aussi, parce que c'était une boîte anglo-saxonne qui, même si les fonctions RH étaient à Londres, ça leur allait bien qu'en France, on se débrouille avec nous-mêmes. Donc, on avait juste une enveloppe où ils nous disaient, vas-y, débrouille-toi, t'as une enveloppe pour gérer les éventuels sujets, mais nous, on s'en mêle pas trop. Je voulais revenir au début de votre parcours, parce que j'ai dit au début, c'est pas forcément évident, c'était pas forcément évident de rentrer dans ce parcours-là. Et vous avez appris assez tôt que vous étiez une femme et pas juste un nouvel arrivant. Alors, j'utilise le masculin, du coup, dans le monde du travail. Qu'est-ce qui vous a marqué, du coup, dans votre entrée dans le monde du travail? Il y a 2 anecdotes qui m'ont marqué. Et c'est vrai qu'en y repensant, je me dis, mais en fait, c'était assez dingue. La première, c'est j'ai fait mon stage de fin d'études, donc de dernière année d'école de commerce dans un laboratoire, un groupe de parapharmacie. Et donc, ils nous ont proposé à 2 d'entre nous, de ma promo d'école, de rentrer chez eux ensuite. Moi, j'avais fait mon stage, donc ils me connaissaient, ils m'avaient expérimenté et ils m'avaient trouvé a priori suffisamment compétente ou en tout cas prometteuse pour me proposer un poste. Et l'autre, lui, n'avait pas fait son stage de fin d'études dans l'entreprise, mais ils lui ont proposé, alors à l'époque, les salaires étaient en francs, 20 KF de plus que moi. Et donc, je me suis vraiment interrogée, j'ai pas compris. J'ai posé la question parce que du coup, je m'étais dit qu'il n'était pas question que je rejoigne cette société. Et j'avais posé la question de savoir si c'était parce que j'étais une femme que j'avais eu 20 KF de moins. Alors, il paraît que ça a beaucoup choqué le directeur général. Mais en tout état de cause, j'ai pas eu de réponse à ma question de m'expliquer pourquoi cette différence. Mais en tout cas, moi, j'ai pas pu l'interpréter autrement que pour cette raison-là. Et puis l'autre assez drôle, c'est donc quand j'ai postulé pour ce cabinet de conseil, qui est un cabinet de conseil et d'audit chez qui j'avais fait une partie de mon stage de césure également. J'ai postulé dans un service de conseil aux entreprises en difficulté. Et dans le parcours de recrutement, il faut forcément voir un associé. Donc, on voit d'abord un directeur. Et le directeur avait pris son petit bloc-notes et son petit stylo. Et à la fin de l'entretien, la seule chose qu'il y avait sur la feuille devant lui, c'était le sigle féminin, donc le rond avec la croix. Et il m'a dit, bon, alors moi, je veux vous embaucher. Le problème, c'est qu'il faut voir un associé. Si vous voyez l'associé en charge du département, il va pas vouloir parce qu'il veut pas embaucher de femmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'il soit en vacances. Et puis, on va organiser l'entretien avec un autre associé à qui ça pose moins de problèmes. Et puis, comme ça, vous pourrez peut-être être embauché. Et donc, j'ai finalement été embauchée, bien qu'étant une femme. Au début, l'associé en charge m'a pas vu d'un très bon œil parce qu'en plus, il a eu l'impression d'être un peu pris de côté, par son directeur.
Et puis finalement, au bout de quelques mois, il m'a dit je veux pas te recruter de femmes, mais toi ça va. Et sincèrement, j'ai passé 5 super années dans ce cabinet de conseil et ça s'est extrêmement bien passé avec cet associé en charge du département. Mais c'est là que je me suis dit, quand même, être une femme, même dans un grand cabinet anglo-saxon, c'est quelque chose qui marque une différence. Et ça vous a pas fait peur d'entrer que dans un univers d'hommes, parce que vous étiez la seule femme, du coup, j'imagine? Oui, alors ça, j'ai été la seule femme, en tout cas pendant 2 ans. Après, ça s'est ouvert, parce qu'il y a eu des réorganisations au-dessus qui ont fait que ça s'est ouvert. Non, ça m'a pas fait peur. Après, peut-être juste parce que je me suis pas trop posé la question, ou peut-être parce que j'aime bien les défis et que je me suis dit, moi, je vais leur montrer qu'être une femme, en fait, c'est bien. En revanche, peut-être que ça m'a obligée inconsciemment à faire plus, donner plus, faire plus d'horaires, pas trop manifester mon désaccord si j'étais pas augmentée comme je voulais. Enfin, voilà. Peut-être que ça m'a incité à faire profil bas et à me dire, c'est déjà bien qu'il t'ait prise parce que t'es une femme et que normalement il t'aurait pas prise. Donc, n'insiste pas trop sur les côtés négatifs. Et puis, si un jour ça te plaît plus, tu partiras. Mais voilà, je pense que ça m'a peut-être incité à être plus bonne élève encore. C'est marrant parce que vous avez mis un gros veto sur le salaire, sur l'autre emploi, où la personne était payée 20 000 francs de plus, alors que vous auriez peut-être aussi pu demander justement d'être aligné aux 20 000 francs, mais en fait, vous n'avez même pas posé la question, vous avez décidé que vous n'iriez pas. Alors, vous n'avez pas du tout eu de gros sujets sur le fait qu'on ne prenne pas de femmes? Oui, alors peut-être que le poste me plaisait plus aussi, je pense. Et puis, dans le premier cas, je pense que je me suis dit, il y a trop une décorrélation entre le discours de culture qui était affiché, parce que j'avais eu le temps de l'expérimenter pendant mon stage de fin d'études, qui était très nous, on ne fait pas de discrimination, nous, on est ci, nous, on est ça, et ce que je vivais dans la proposition qu'on m'avait faite. Donc, je pense que cette discordance était trop importante à mes yeux pour que je m'y projette. En revanche, de l'autre côté, c'était plutôt j'ai forcé la porte, je vais être l'exception, mais du coup, j'ai peut-être forcé la porte pour d'autres derrière, donc c'est peut-être bien de le faire. Après, vous avez eu coup sur coup de problèmes liés au fait d'être une femme dans un premier emploi, donc ça fait quand même beaucoup pour l'arrivée. C'est clair. Surtout qu'on était déjà dans les années 2000, donc je sais que c'était encore en francs, mais c'était quand même au début du 21e siècle. Donc, malheureusement, c'était encore le cas. Je ne sais pas à quel point c'est encore le cas aujourd'hui, mais après, il y a la loi qui interdit maintenant ce genre de pratiques ou de propos, mais je ne sais pas dans les faits à quel point certains se l'interdisent quand même. Ça va être moins frontal, mais ça ne veut pas dire que c'est pas fait. Moi, j'avais été une entreprise à l'inverse où, alors c'était pas les femmes pour le coup, c'était plus du racisme. On recrutait que des personnes blanches, mais en fait, ça ne se disait pas et on le voyait pas. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand vous êtes dedans et que vous vous rendez compte que en fait, y a personne de la diversité qui passe la porte, c'est qu'il y a un sujet. Mais d'ailleurs, tout est très lié. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée à la Société de la Tour Eiffel, le sujet de la parité était quelque chose que je portais depuis longtemps, puisqu'on avait écrit un livre blanc avec d'autres professionnels de l'immobilier, et c'est le moment où on a communiqué sur ce livre blanc. Donc, je pense que toute l'entreprise était au courant. Mais ça a déverrouillé quelque chose sur l'ensemble des sujets de diversité. C'est-à-dire qu'il y a même des middle managers qui m'ont dit auparavant, il y a des profils qu'on n'aurait pas présentés et qu'aujourd'hui, on présente. Parce qu'on sait qu'il y a une ouverture d'esprit qui est suffisante pour que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de discrimination à l'âge, il n'y a pas de discrimination au genre, il n'y a pas de discrimination aux origines, il n'y a aucune discrimination. Et je pense que si on prenait une photo de l'entreprise aujourd'hui versus il y a 4 ans, on n'aurait pas du tout la même entreprise. C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la discordance. Il y a ce qui est dit et il y a la réalité des faits, quoi. Exactement. Mais après, la culture de l'entreprise à l'intérieur, quand vous êtes rentré, est-ce que vous avez vécu un peu... Alors, vous avez dit que vous êtes... Alors, inconsciemment, mais peut-être plus ou moins consciemment quand même, en tout cas, vous avez voulu donner le maximum, en tout cas, faire l'exemple. Parce que, comme je l'ai dit, pour ouvrir des portes, il faut être une exemplarité. Il y a quand même tout le poids d'être une femme qui repose... Il y a tout le poids des femmes qui reposent sur une seule femme. On sait très bien que si elle rate, toutes les femmes ont raté. Malheureusement. C'est le jeu. Ouais. Donc, évidemment, il y a tout ce poids-là qui vous a été porté, mais par rapport à d'autres choses dans l'entreprise, non, pas forcément. Pas forcément. Après, c'était un Big Five à l'époque. Aujourd'hui, ils sont plus que 4, mais c'était un Big Five. Donc, il y a quand même cette culture anglo-saxonne ambiante qui est très pro-diversité, pro-mixité des profils. Et donc, finalement, ce service était un peu particulier, un peu à part. Mais l'histoire a fait que il s'est de plus en plus intégré à la culture générale du cabinet. Donc, en fait, je pense que ça a concordé avec le moment où ce qui était un peu un état dans l'état est devenu beaucoup plus aligné avec le reste de la culture de l'entreprise. Et donc, finalement, ça s'est fait au bon moment pour que les choses changent et évoluent. Et c'est pour ça que 2 ans après, il y a eu d'autres femmes qui sont arrivées. Et puis, quand je suis partie, c'était quasiment paritaire au sein des équipes. Oui, une question que je me pose, alors je ne sais pas si vous pourrez répondre avec le recul, mais quand on a été un exemple, c'est-à-dire que là, du coup, vous avez cassé un plafond
en rentrant d'une certaine façon, vous avez cassé un plafond avec justement besoin d'être l'exemple. À partir de quel moment on sort de ça? On se dit, en fait, on a le droit. Alors, je me suis jamais posée comme ça. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, je vais leur montrer que c'est possible. Et puis, il y en a d'autres qui vont arriver derrière. Vu qu'il y en a d'autres qui sont arrivés 2 ans après, pour moi, à ce moment-là, quelque part, le job était fait. En revanche, le côté je dois rester exemplaire, alors là, il est resté. Enfin, je pense que je l'ai encore. Hein. Mais ça, c'est le syndrome de la bonne élève qu'on connaît un peu toutes. Hein, mais je pense que je l'ai encore. Il n'est pas parti. Hein. Et il est bien ou il est pas bien? Bah, moi, je pense qu'il est bien. Après, parfois, c'est pas forcément une bonne chose d'être trop bonne élève. Hein. Je me suis fait avoir plein de fois d'avoir été trop bonne élève et d'avoir cru ce qu'on me disait. J'ai eu une expérience très malheureuse dans une autre société anglo-saxonne où là, j'ai tout fait bien et puis on nous prenait, oui, on est à fond dans la diversité, les femmes, il y avait le réseau de femmes, le machin, le truc. Et puis un jour, on m'a dit, bah, tu comprends le poste d'après qu'on t'avait promis. Alors, entre-temps, le dirigeant avait changé. On pourra pas te le donner parce qu'on ne peut pas mettre une femme en face d'un promoteur. Et ça, bah, ça m'a valu beaucoup de larmes, beaucoup d'incompréhension, Enfin, ça a été une expérience très douloureuse. Et ouais, cette discordance encore plus forte, parce que ça faisait déjà 3 ans que j'étais dans cette entreprise, ou peut-être même 4. Et donc, j'y croyais à la culture de l'entreprise. C'était une culture très, 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 très forte, comme souvent dans les entreprises américaines. Et j'y croyais à fond. Et en fait, ben non. Et puis, les RH ont fait une enquête et qui ont conclu que, effectivement, le nouveau dirigeant avait dit des choses pas bien. Mais bon, la conclusion, c'est quand même que, du coup, t'as pas le poste sur lequel, en fait, tu travailles depuis 6 mois. Parce qu'on m'avait demandé de le prendre sans dire. Et puis, à la place, on va mettre un homme. Et puis, bah, si tu peux... en gros l'aider et puis être son bras droit jusqu'à ce qu'il ait fini, ou en tout cas jusqu'à ce qu'il ait plus besoin de toi, ce serait sympa. Ok, beaucoup de choses là-dedans. Déjà, on est d'accord qu'on est autour des années 2010. Avant ou après, là, peu importe. On est en 2010, exactement. Donc, on est autour des années 2010, donc ça fait 15 ans, c'est tout. Donc, oui. C'est hyper récent. Secondo, il y a une enquête RH sur votre demande? Oui. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait à partir du moment où vous avez demandé l'enquête RH? Déjà, les RH, comment est-ce qu'ils l'ont pris? Alors en fait, j'ai pas demandé une enquête. Je suis allée voir une des RH avec lesquelles je m'entendais très bien, en me disant écoute, je ne comprends pas. On m'avait promis ce poste il y a 6 mois. Je l'ai occupé depuis 6 mois en off, tout le monde le sait. Bon, il se trouve qu'en plus l'anecdote, c'est que j'ai appris que j'avais pas le poste par un des intervenants externes avec lesquels on discutait. Donc, Génial. Qui m'a dit oui, on m'a appelé pour me dire que finalement c'était plus vous. C'est bien ça? Pardon. Voilà. Ah oui, tout avait été très bien fait. Très bien. Et le DG par intérim du moment qui me dit ça devant la RH, une autre RH, qui n'a pas sourcillé, qui n'a pas bougé, qui n'a rien dit. Donc je suis allée voir celle avec laquelle je m'entendais bien, que je connaissais depuis 3-4 ans, et je lui ai dit écoute, c'est pas normal. Donc elle m'a dit ah effectivement c'est pas normal, on va faire une enquête, voilà. Puis 2 semaines après elle m'a dit bon bah on a fait une enquête, voilà, je te montre la conclusion, je pourrais pas te l'envoyer. Bon on va lui dire que c'est pas bien. Je lui dis et donc ça change quoi pour moi? Ah bah rien. Génial. Voilà. Donc c'était il y a 15 ans, donc c'était vraiment hyper récent. Non mais c'est important de le dire parce qu'on pense que les choses ont changé. Ce qui est vrai, on pourrait plus faire ça il y a 15 ans. C'est-à-dire qu'on pourrait toujours ne pas vous donner le poste, mais on pourrait juste pas vous dire que c'est parce que vous êtes une femme. Mais après, on pourrait savoir que c'est la raison, mais sans le dire, ce qui est presque pire. C'est pire, mais en même temps, l'impunité avec laquelle on le faisait il y a 15 ans, c'est quand même impressionnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le ferait beaucoup plus discrètement. Vous n'aurez pas donné le poste en avant, ça n'aurait pas été possible, et les RH auraient sourcillé pendant l'entretien. C'est pas grand-chose, mais c'est un peu plus. Oui. Ou en tout cas, on l'aurait pas fait devant les RH. Ouais. Quoi qu'il arrive. Après, ça a été une expérience... ça a été une expérience très douloureuse. Je me souviens, mon aîné avait 5 ans. Il comprenait pas pourquoi maman, elle pleurait tous les matins. Enfin, vraiment... Mince. Non, mais je l'ai vécu comme quelque chose de... Enfin, on peut pas changer qui on est. Je suis une femme, je peux pas le changer. Je suis brune, je peux pas le changer. Je suis petite, je peux pas le changer. Et en fait, c'est un critère de choix qui n'est pas lié à vos compétences, qui est lié à ce que vous êtes. Et en fait, ça remet tellement de choses en question. Et puis, je suis quelqu'un qui vit hyper mal l'injustice en général. Donc, ça me rendait malade, en fait. Ça me rendait malade parce que je me disais, mais en fait, j'ai tout fait bien. Je suis hyper compétente pour le job. La preuve, ça fait 6 mois que je l'occupe. Et du jour au lendemain, on va me l'enlever parce que je suis moi. Enfin, parce que je suis quelque chose que je ne peux pas changer, que je peux pas... Enfin, ça me paraissait tellement, tellement injuste que je l'ai extrêmement mal vécu. Vous êtes resté en poste? Non. Ah oui, vous avez pris un arrêt après ça, alors non. Non, j'ai fait... bref, je suis partie... tout ça est arrivé en septembre 2010 et je suis partie en décembre. Ah, vous êtes quand même resté 3 mois. En essayant de trouver une solution pour que ça puisse quand même fonctionner, solution qu'on n'a pas trouvée, et je suis partie. Mais J'ai surtout cherché un job en attendant. Bah oui, vous n'avez pas travaillé avec votre successeur quand même. Non, alors ça n'était pas question.
Non, mais c'est important. Il n'était pas question. Non, parce qu'en plus, le successeur en question avait lui-même un petit problème avec les femmes, donc il n'en était pas question. Il avait été nommé par un DG qui a un problème avec les femmes. Donc, oui, et je pense qu'il l'avait bien convaincu aussi que c'était un sujet. Mais peut-être que c'est pour ça qu'après, j'ai travaillé chez des promoteurs, pour me prouver qu'on pouvait être une femme et non seulement bosser en face d'un promoteur, mais aussi chez un promoteur. Vous avez cassé les codes en face, du coup. Oui, alors non, il y a plein d'autres femmes qui sont allées chez les promoteurs avant moi, bien avant moi. Mais en revanche, je pense que c'était une manière de me prouver à moi-même qu'ils avaient bien tort. mais ceci dit, encore une fois, je pense que c'est une expérience qui a été certes très douloureuse, mais qui a été hyper importante aujourd'hui pour prendre des décisions difficiles dont je parlais tout à l'heure. Je l'ai vécu, cette injustice ressentie. J'ai vécu les prud'hommes, le machin, le truc. Enfin, j'ai vécu tout ça. Donc en fait, je pense que ça me donne une autre... ça me met dans la capacité de mettre dans les chaussures de la personne qui est en face et qui reçoit une mauvaise nouvelle. Même si c'est pas pour les mêmes raisons et que me concernant, ça sera jamais pour ça. Ça me permet quand même d'avoir cette espèce de regard miroir, parce que quand on prend ce genre de décision, même si on pense que c'est la bonne, et heureusement on le prend parce que c'est la bonne, enfin parce qu'on pense que c'est la bonne, c'est bien de pouvoir se mettre dans les chaussures de la personne qui reçoit cette nouvelle. Et vous êtes allé jusqu'au prud'homme, du coup ? Ouais. Et vous avez gagné, j'imagine ? Oh là, ça a duré 7 ans, pour tout un tas de raisons. Et au final, on a fini par transiger. Pour que dalle. Ok. Donc, plus jamais. Voilà. Plus jamais les prud'hommes, c'est ça ? Me concernant, non, plus jamais. Comment vous avez passé cette période-là ? Parce que il faut quand même un soutien, il faut pouvoir se relever. On peut aussi capituler en se disant, on va juste sortir de ce secteur-là parce que c'est quand même la 3e fois qu'il vous arrive quelque chose. Oui, alors Enfin, c'était très tentant. Quoi. Oui, c'était très tentant, mais après j'adore l'immobilier et je trouve que c'est une matière passionnante, donc j'aurais du mal à en partir. Après, l'immobilier, ça peut être très, très large. Mais après, je suis aussi un peu têtue. Donc, je pense que je me suis dit, non, mais je vais y arriver. Je vais leur prouver qu'on peut être une femme et y arriver. Et peut-être que d'ailleurs, ça a été inconsciemment un moteur jusqu'à aujourd'hui. C'est possible. Non, après, ce qui m'a permis de passer cette étape-là, ça a été... déjà, j'ai trouvé un autre job. Donc, je me suis remise en selle autrement. Ça m'a permis de me reconstruire. On parle des mecs pansements. C'était peut-être le job pansement. Je ne suis pas restée très longtemps, donc c'était peut-être ça. Mon mari m'a beaucoup aidée. Enfin, évidemment. Et puis j'étais jeune, donc je pense aussi qu'il y a une forme de, je sais pas, d'énergie, de trucs que j'aurais peut-être pas aujourd'hui ou que j'aurais peut-être pas à 50 ans, mais voilà, un truc qui m'a poussée et qui m'a fait me dire, allez, on avance. Après, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on revenait sur cette histoire, parce que les 7 ans, ça a été très long, oui. J'avais l'impression d'accuser un petit peu le coup et de me reprendre un petit coup derrière la tête. C'était pas simple. Maintenant, voilà, ça fait partie. Après, quand on s'engage dans cette voie-là, on sait aussi que ça peut arriver. Oui, mais 7 ans, c'est vraiment long. Je pensais pas que c'était aussi long, que ça pouvait être aussi Alors, long. à l'époque, c'était très long. Aujourd'hui, c'est plus rapide, mais à l'époque, c'était très long. Ok. Peut-être aussi mieux pris en compte la discrimination, je ne sais pas, mais... Disons qu'on va peut-être plus facilement à la transaction qu'à l'époque. Voilà. Ok. Après, vous faites un pied de nez aujourd'hui, puisque vous êtes présidente de l'Observatoire de la parité de l'immobilier. Oui. C'est ça, Où, du coup, vous combattez tout ce que vous avez vécu, j'imagine. Entre autres, bien sûr. Alors, pas que à l'Observatoire, aussi dans l'entreprise, parce que... et puis, dans tout ce que je peux faire tous les jours, même quand je vais au forum des entreprises du lycée de mon fils, je le combats quand je vois des jeunes filles, je leur explique qu'il ne faut pas se mettre de barrières, qu'il faut y aller, qu'il n'y a pas de métier interdit. Enfin, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on combat tous les jours quand on est convaincu. Mais effectivement, j'ai pris les fonctions de présidente de la charte de l'Observatoire l'Observatoire de la charte pour la parité dans l'immobilier, qui est né en fait à l'issue d'un livre blanc qu'on avait écrit avec 5 professionnels de l'immobilier. Et on s'est dit derrière qu'il fallait qu'on fasse une charte et qu'on propose aux entreprises du monde de l'immobilier de signer une charte dans laquelle ils s'engagent à un certain nombre de choses. Alors on a des engagements un peu obligatoires, notamment sur la visibilité et sur les sujets de formation, de progression, etc. Et puis on a des critères, on a une quinzaine de critères facultatifs parmi lesquels chaque entreprise choisit celles qui lui paraissent les plus pertinents. On a lancé cette charte toute fin 2021. On a eu une grosse centaine de signatures dès fin 2021. Aujourd'hui, on en est un peu plus de 150, ce qui représente, je pense, si on compte en nombre de salariés, à peu près 20 à 25% du marché de l'immobilier, qu'on n'a pas complètement ouvert au monde de la construction, parce que sinon, ça devient beaucoup trop large, et dans lequel on s'emploie tous les ans, en fait, à travailler. On fait une étude annuelle dans laquelle on mesure.
enfin c'est le principe de l'Observatoire, on mesure la parité dans nos organisations. Alors pas seulement évidemment en nombre, mais aussi dans les fonctions et dans les échelons au sein des hiérarchies. Et on essaye comme on récupère toutes ces données auprès de nos signataires, on essaye de voir si le fait d'avoir signé la charte permet de faire évoluer les choses plus favorablement ou pas. Bon, les 2 premières années, c'était le cas. Depuis 2 ans, ça stagne un peu. Après, l'immobilier est un secteur qui connaît quand même une crise sans précédent. Donc, c'est vrai que c'est encore plus compliqué de faire entendre ce type de sujet dans un contexte de crise. Souvent, on nous dit, écoutez, c'est pas trop le moment. Moi, je pense qu'au contraire, c'est le moment. Parce que si on lâche ça dans des moments de crise, bon, déjà, le jour où ça repartira, on repartira de beaucoup plus loin et remonter la pente, c'est beaucoup plus long. Mais aussi parce que je suis convaincue que c'est la parité qui va permettre de franchir mieux les difficultés des crises. Parce que plus on aura de diversité, plus on aura de points de vue différents, plus on aura de compétences différentes, d'approches différentes, et plus on arrivera à passer cette crise. Et quand je dis de compétences différentes ou de points de vue différents, ça veut dire vraiment dans la parité. À l'Observatoire, on est assez convaincus qu'on ne pourra pas avancer sans les hommes. L'idée, c'est pas du tout de prendre les places des hommes, c'est d'avancer avec les hommes. Et de les convaincre que c'est une bonne chose. Ils sont convaincus? Certains, oui. Non, il y a des dirigeants de l'immobilier qui sont vraiment très convaincus. Et ça se voit tout de suite dans les organisations. Hein. Ça se voit très clairement. C'est ceux qui ont des comex quasi paritaires. C'est ceux qui ont des promotions quasi égales en nombre de femmes, nombre d'hommes. Enfin, il y en a vraiment qui sont très moteurs. Il y en a qui le sont moins. Et puis surtout, ce qu'on observe ces dernières années, du fait de la crise, il y a eu quand même beaucoup de changements de dirigeants dans beaucoup de structures. Et on voit que si le dirigeant ne porte pas... Si un dirigeant porte, mais que le suivant ne porte pas, bah ça redescend retombe direct. Je ne sais plus quelle grande dame a dit que dans les temps de crise, c'est peut-être Simone de Beauvoir, que dans les temps de crise, c'est là où on perdrait le plus de droits. Alors, elle l'a pas dit comme ça, je ne sais plus la phrase exacte, mais que les femmes devaient être toujours vigilantes puisqu'il suffirait d'une crise pour qu'on perde nos droits. Je ne sais plus la suite de la phrase exacte, mais du coup, ça revient à ce que vous venez de dire. C'est un peu ce qu'on voit, oui. C'est un peu ce qu'on voit partout, clairement. Du coup, vous êtes une des rares DG dans le monde de l'immobilier? Je vais regarder les stats, mais... Oui, alors DG de foncière cotée, comme il y a encore moins de foncière cotée, je crois que nous ne sommes plus que 2, enfin, on va dire 3, parce qu'il y en a une qui vient d'être nommée, mais sa boîte a été absorbée par leur actionnaire espagnol. Mais oui, quand je suis arrivée, on était une de plus. Enfin bon... Ça reste, c'était déjà la minorité, mais là, on est redescendu d'un cran. Et du coup, moi, je me demande comment c'est perçu. Quand vous avez pris le poste de DG de la société de la Tour Eiffel, est-ce que il y avait déjà une femme à ce poste-là avant? Jamais. Vous étiez la première, on est d'accord? Tout à fait. Du coup, comment ça s'est passé déjà cette prise de poste, vous, en tant que première? Et puis, comment ça se passe dans un métier qui est encore très genré? C'est-à-dire que le monde du BTP, de la finance, c'est quand même très genré, c'est très masculin, c'est des codes. Vous faites d'ailleurs de l'accompagnement entreprise et vous faites aussi de la gestion. J'imagine qu'à la gestion, il y a plus de femmes que dans la construction. Voilà, vous me dites que oui. Et du coup, comment vous gérez ça, vous, cette genrification des métiers? Alors déjà, pour répondre à la première question sur la prise de poste, alors ce qui était assez marrant, c'est que comme il y a quand même un sujet de représentativité dans l'immobilier est un secteur extrêmement structuré. Okay. C'est-à-dire qu'on se connaît tous. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de salons, beaucoup de dîners, de prix, de tout ce qu'on veut. Donc en fait, finalement, c'est un petit monde dans lequel tout le monde se connaît. Et quand j'ai pris mon poste, c'est le moment où les enjeux de visibilité des femmes commençaient à apparaître. Donc je me suis retrouvée à être invitée à intervenir à tout un tas de conférences, y compris sur des sujets, mais alors très très loin de moi, parce qu'il fallait une caution féminine, que celles d'avant, on les avait beaucoup vues, et donc ça changeait un peu. Donc ça, c'était assez marrant. Je m'étais mis un point d'honneur à ne jamais refuser une invitation de ce type pour justement continuer à contribuer à la représentativité des femmes, parce que si je refusais, je savais que c'était un homme qui allait le faire, et donc ça me dérangeait, parce que j'ai envie aussi que les plus jeunes se projettent. Enfin, on connaît tous les sujets de visibilité des femmes. Donc ça, c'était assez marrant. Et souvent, effectivement, j'avais la remarque de « Ah, vous êtes une des seules femmes dirigeantes de foncière cotée, et donc, voilà, blablabla. » Donc, ça, c'était marrant, c'est un peu passé, parce que comme il y en a eu une autre derrière, forcément, c'est passé chez elle. Et c'est tant mieux, parce que c'est bien qu'on voit qu'il y ait plusieurs femmes, et qu'il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a une dans notre métier qui est très, très connue, qui s'appelle Méka Brunel, qui est vraiment une figure de l'immobilier. Et c'est vrai que Méka a longtemps été la seule femme dirigeante de foncière cotée, et donc, c'était Méka, et c'était super, parce que c'est une vraie personnalité et qu'elle apporte plein de choses à ce secteur. Mais je trouve que c'est bien d'en avoir en plus pour parler au nom des femmes et pour nous représenter et montrer aussi au secteur qu'une femme dirigeante, ça sait faire le travail.
Après, pour ce qui est de la façon dont ça a pu changer les choses en interne, je suis à peu près certaine qu'il y en a 2-3 dans le COMEX qui n'ont pas trouvé bien que ce soit une femme qui arrive. Ça, je le sais. Votre COMEX sexuel Celui avec lequel vous êtes arrivé. Voilà. Ouais, celui avec lequel vous êtes arrivé. Depuis, il a été pas mal modifié. Aujourd'hui, comme on est 5, on peut pas être à parité et il se trouve qu'il y a une femme de plus. Bon, voilà. Et c'est plutôt très bien, mais c'était pas du tout une obligation. Hein. Quand le poste a dû être pourvu, j'avais une shortlist avec 2 femmes, 2 hommes. Donc voilà, c'est une femme qui a pris le poste, mais c'était pas une obligation. Et aujourd'hui, je pense que l'entreprise est nettement plus paritaire, notamment sur les fonctions de middle management et de management que quand je suis arrivée. Comment est-ce que vous êtes arrivé, du coup, si vous convainquiez pas le COMEX, qui vous a porté? Parce que quelqu'un a dû vous porter, j'imagine. Alors moi, j'ai été nommée par le conseil d'administration. Okay. Donc tout le process a été fait uniquement avec les administrateurs et le conseil d'administration. Qui, lui, vous a porté, du coup? Qui, lui, m'a choisi. On était 2 en finale, un homme, une femme. Voilà. Et eux, alors c'est là où je pense que les choses ont quand même beaucoup évolué. Eux étaient relativement agnostiques au sujet. Eux, ils voulaient, de leur point de vue, parce qu'on en a parlé beaucoup après, ils voulaient juste, entre les 2, ils ont jugé laquelle des 2 personnes était la meilleure pour faire le travail. Bon, après, la société, il y a 4 ans, quand j'ai été nommée, avait un portefeuille très compliqué et il y avait beaucoup de difficultés, il y avait beaucoup de sujets très complexes à prendre. Donc, si on analyse ça avec un recul de 4 ans, on peut se dire aussi que ça rejoint la fameuse falaise de verre dont on parle quand même beaucoup, où on se dit que peut-être certaines femmes sont nommées à des moments où c'est tellement plus dur qu'on se dit que c'est mieux que ce soit une femme qui y aille, ou en tout cas qu'elles acceptent d'y aller. Après, je sais que la personne qui était en face de moi avait très envie d'y aller aussi, donc pour le coup, je pense pas que ça a été un critère de décision. Enfin, je pense pas qu'il lui ait proposé le poste et qu'il ait refusé, et que c'est pour ça que ça a été jusqu'à moi. Mais en revanche, peut-être qu'ils ont senti une énergie un peu différente et qu'ils se sont dit, bon, elle a l'air d'avoir plus envie de prendre le sujet à bras-le-corps, et donc ce sera elle. Mais il faudrait leur demander. Je vais juste faire un petit point falaise de verre pour que ce soit très précis. La falaise de verre, c'est des situations extrêmement compliquées. Donc, c'est une falaise de verre, donc il n'y a pas on peut pas s'agripper, c'est très très compliqué de monter. Et très souvent, on met des femmes à ces postes-là, mais souvent parce que des hommes ne veulent pas le poste, en fait. Donc là, ça n'a pas été votre cas. Et très souvent, si les femmes échouent à grimper, on dit, c'est pas grave, c'est parce qu'une femme, et puis voilà. Et si elle y arrive, en fait, en général, quand elle est en haut, elle est remplacée par un homme. C'est ça. Ce qui n'a pas été votre cas non plus. Pas encore. Vous êtes rentrée dans le comité. Je ne sais pas. Dans l'observatoire de la parité, ça aide aussi par rapport à vos positions, je parle. Oui. Après, alors mon actionnaire, il s'en fiche complètement de ça le parle pas du tout. Je suis même pas sûre qu'il soit au courant, mais c'est vrai que c'est un phénomène qu'on voit quand même pas mal. Qu'on voit beaucoup, et en plus, quand les femmes arrivent en haut de la falaise, quand on les sort, c'est souvent pour des raisons pour lesquelles on ne sortirait pas des hommes. Ça va être du management, etc. Ce qui ne veut pas dire que c'est faux. Je veux dire, c'est possible que les raisons qu'on donne soient bonnes. C'est juste qu'on les donne pas aux hommes. C'est juste ça, Exactement. En fait. C'est pour ça qu'on va pas non plus comparer pour comparer. Mais voilà, la falaise de verre. Donc, c'est vrai que le cas étant très difficile, c'est possible. Et après, moi, j'ai eu beaucoup d'invités et je rencontre beaucoup de femmes qui ont accédé à des postes de direction grâce à la falaise de verre. Oui. La grande majorité, d'ailleurs. C'est juste que certaines ont été un peu plus malines en négociant directement la suite, parce qu'elles l'ont vu venir. Et d'autres se sont pas rendues compte, elles s'en sont saisies, elles ont réussi. Et quand on discute, elles disaient peut-être que. Donc peut-être que c'est ça en effet. Mais peut-être que c'est ça. Alors après, je pense que ça avait été ça aussi dans mon job d'avant. C'est-à-dire que dans mon job d'avant, donc j'étais chez ce qu'on appelle un asset manager pour compte de tiers. Donc en gros, on collecte des fonds d'investisseurs divers et variés, des fonds immobiliers en l'occurrence, et on gère les fonds pour le compte de ces investisseurs. Et le critère entre guillemets de réussite, puisque le business model, c'est de générer des fees sur ces actifs gérés, c'est la quantité d'actifs qu'on gère. Et mon prédécesseur, quand il était arrivé, il gérait 1 milliard. Quand il est parti, c'était 500 millions. Donc, c'était quand même clairement en chute, en tout cas en France. Et donc, l'objectif, c'était clairement de remonter ce sujet-là. Et moi, quand je suis partie, on était quasiment à 2 milliards. Donc, je pense qu'il y avait aussi ça dans le job précédent, qui était de se dire, bon, on va prendre quelqu'un peut-être d'un peu différent, parce que là, jusqu'à présent, les hommes, ça n'a pas trop marché. Et donc, on va mettre une femme, et puis on va voir si ça marche. Bon, ça a marché. Ça a marché. Et là, pour le coup, c'est moi qui suis partie, puisque j'avais eu cette opportunité chez Société de la Tour Eiffel, et ils m'ont pas sorti pour mettre un homme. Mais je note qu'aujourd'hui, le poste entre-temps a été supprimé. Enfin, ils ont considéré qu'il n'y avait plus besoin de DG France, et puis ils l'ont recréé il y a quelques mois, et ils ont mis un homme. Après, il était très compétent. Ah je pense. Après, ce qui est intéressant aussi dans les cas de falaise de verre, c'est que, comme vous l'avez très bien dit, on nomme des gens un peu différents. Alors, surtout aujourd'hui, un peu différents, c'est souvent des femmes. Mais bon, ça pourrait être plus large que ça.
Mais par contre, les personnes sont rarement soutenues. Ça arrive très souvent qu'on les nomme, qu'on les pose et qu'on regarde un peu si ça fonctionne. Alors, c'est pas mon cas. Non, mais du coup, tant mieux. Parce qu'il y a de ça aussi qu'on voit beaucoup. C'est aussi pour ça que l'échec arrive souvent. Bien sûr. C'est qu'une femme doit se démener 2 fois plus parce que il faut que ça marche, quoi. Oui, moi, j'ai été très, très soutenue par mon conseil d'administration et par mes actionnaires. Donc, actuellement, en tout cas, ce que vous dites, depuis votre ancien 4 ans, poste aussi. Depuis 4 ans, oui. Dans mon ancien poste aussi. Okay. Après, c'était une boîte très internationale, donc je pense que le caractère anglo-saxon, de toute façon, les Français, vu des Anglais, on est un espèce de gros paquet. Voilà, c'est très compliqué, là, c'est séculaire, mais c'est assez dingue de vivre cette différence culturelle entre les Anglais et les Français. Et finalement, pour les Anglais, qu'on soit une femme française ou un homme français, on reste juste un Français. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils s'en fichaient un peu. Eux, ils voulaient juste que le montant d'actifs sous gestion remonte, et donc ils n'ont pas trop cherché à comprendre. Et puis, ça s'est très, très bien passé parce que je pense que ce qu'ils attendaient, c'est surtout beaucoup, beaucoup de transparence, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Moi, je travaille beaucoup, qu'ils l'ont trouvé avec moi, et donc voilà, ça a bien fonctionné. Après, je sais pas si après les 4 ans et demi que j'ai passé là-bas, ça aurait pu fonctionner hyper longtemps comme ça, mais en tout cas, les 4 ans et demi où j'y suis restée, ça s'est extrêmement bien passé. On a parlé de votre comex de l'époque où tout le monde n'était pas forcément très accueillant en fait d'avoir une femme. J'imagine que c'était pareil au sein de l'entreprise de façon générale. Oui, moins. C'était moins visible, oui. Sûrement, j'imagine, ouais. Surtout, parce qu'en fait, vous n'aviez pas pris leur poste. Non, aussi. c'est ça. Donc, c'était un peu moins visible. Mais par contre, ça devait quand même exister. Comment ça s'est passé, ça? Parce que, on n'en a pas parlé là, mais il y a les choses qui sont discriminatoires claires, comme plusieurs choses qu'on vous a dites depuis le début. Ouais. Et puis, il y a des choses qui sont plus de l'ordre ambiant. Pas forcément une misogynie, parce que c'est un peu fort, mais en tout cas, une espèce d'ambiance qui favorise pas la diversité. Ouais. Ou alors qui fait qu'on vous regarde du coin de l'œil en disant, bon, on va voir si elle réussit celle-là. Et puis, voilà. Après, ça peut être pour un homme aussi, mais pour une femme, je trouve que c'est un peu différent parce que ça peut être biaisé. Bien sûr. Comment ça s'est passé pour vous? Chez Société La Tour Eiffel? Ouais. Ou ailleurs aussi, si vous le souhaitez. Hein, ouais. Mais... Alors, cette misogynie ambiante, moi, je l'ai vécue dans une autre expérience où c'était vraiment très, très surprenant parce que c'était pas écrit du tout. Et donc, au bout de 15 jours, je partageais mon bureau avec une autre fille et je lui dis, mais c'est moi ou c'est hyper misogyne? Elle me dit, bah non, t'as raison, je me suis fait la même réflexion quand je suis arrivée. Et pourtant, elle avait vécu dans d'autres boîtes très similaires. Elle me dit, j'avais jamais ressenti ça, en fait. C'est de l'ordre du ressenti, en fait. C'est ça qui est assez compliqué à expliquer. C'est que c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Et donc, cette fille est partie au bout de 1 an et demi, 2 ans. Et elle a été remplacée par une autre personne qui a partagé mon bureau, une autre femme aussi. Et c'était très drôle parce qu'au bout de 15 jours, elle m'a fait exactement la même remarque. Je lui dis, bah, c'est drôle parce que moi aussi, au bout de 15 jours, je me suis fait cette remarque. Donc bon, après, dans l'immobilier, encore une fois, on est assez habitué à tout ça. C'est pas pour autant que c'est une bonne chose et que ça doit le rester. Mais on est relativement habitué et puis on fait notre route comme on le peut au milieu de tout ça. Après, chez Société de la Tour Eiffel, c'était un peu différent parce que je pense qu'il y avait eu quelques sujets de défiance avec mon prédécesseur. Et de fait, les équipes étaient surtout très contentes que quelqu'un arrive, que quelqu'un définisse une stratégie dans laquelle ils se retrouvaient. J'ai dû prendre des décisions difficiles. Certains ont trouvé qu'elles étaient probablement pas bonnes, mais d'autres ont trouvé que c'était les bonnes décisions. Donc, bon, je pense qu'il y a une circonspection au départ, forcément. Mais après, vient un peu à l'exemplarité quand on voit que la personne est exemplaire. Par exemple, alors c'est assez drôle, mais quand on m'a dit, bon, bah, tu veux quoi comme voiture de fonction? Je dis, ben, moi, je veux une Twingo électrique. Et là, on m'a regardé, non, mais on peut faire beaucoup mieux. Non, mais en fait, t'as pas compris, je veux une Twingo électrique. En fait, je veux pas plus, je n'ai pas besoin de plus, donc ça me va très bien. Et puis, à l'époque, il y a 4 ans, je voulais montrer qu'on pouvait avoir une voiture 100% électrique. Bon, ça va avec le côté RSE vertueux, etc. Mais ils ont mis 6 mois à me la commander parce qu'ils voulaient pas. Ils voulaient absolument que je commande une grosse voiture. Et je leur disais, mais en fait, je n'en veux pas. Donc, et je pense que ce genre de petites choses montrent qu'au fond, on n'est pas là pour l'apparat qui va avec la fonction, mais on est là pour faire son travail. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les équipes ont beaucoup respecté. Quand elles ont vu aussi que je savais de quoi je parlais, quand je parlais d'immobilier, je pense qu'elles l'ont beaucoup respecté aussi. Donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'exemplarité par les compétences, le management par les compétences. Ils s'étaient évidemment tous renseignés avant. Comme je disais, le monde de l'immobilier, c'est un petit monde. Bon, ils avaient tous entendu que j'étais quelqu'un de pro, de droit, de travailleur, d'honnête. Bon, voilà. Donc, ils avaient cette image-là, très en faveur de la parité aussi. Ils avaient cette image-là avant que j'arrive et je pense que ça a aidé. Et après, ceux qui n'étaient pas alignés avec ça, de toute façon, sont pas restés. Très simplement, c'est souvent ce qui se passe. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, les femmes, on est habituées à ça.
dans le monde de l'immobilier et que c'est pas forcément une bonne chose. Moi, ce que je me pose comme question, c'est comment est-ce qu'on sort de ce schéma ? Je vais préciser ma question, c'est que très souvent dans les milieux justement misogynes, en plus notamment quand c'est ambiant et qu'on ne sait pas forcément d'où ça vient, où il n'y a rien pour le nommer, les femmes vont se vont se fondre plutôt, et prendre cette posture très masculine et finalement parfois à l'opposé de la parité ou du féminisme parce que elles ont dû se battre pour avoir des postes et donc du coup, je vais pas dire elles le font payer aux autres, c'est un peu fort, mais ça vous parle apparemment. Mais en tout cas, elles partent du principe que c'est la seule façon d'avancer. Bon, très souvent, elles le payent très cher plus tard et après, elles n'ont pas forcément eu le choix, mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça ? Parce que vous êtes vraiment plutôt resté dans la justice avant tout et d'une certaine authenticité, en tout cas une congruence qui est très importante pour vous, j'ai l'impression. Et comment est-ce qu'on fait pour se dire je reste dans le milieu immobilier, mais surtout, je ne me travestis pas, finalement ? Alors, je pense que... Alors, c'est très vrai dans le monde de l'immobilier. Il y a beaucoup de femmes des générations avant qui ont dû un peu rentrer dans ce schéma. Après, pour être honnête, je pense que même si je le voulais, j'en serais incapable. Donc, en fait, c'est aussi bête que ça. Et je pense aussi qu'il y a, comme dans toute évolution, il y a encore 40 ans, le secteur de l'immobilier n'était pas du tout structuré comme ça. C'est un secteur finalement assez jeune, tel qu'il est aujourd'hui. Mais les métiers de la finance, il y avait 0 femme, il y a encore 40 ans. Donc, les premières, elles ont ouvert la voie comme elles pouvaient. Et nous, on arrive derrière, on a la chance d'arriver derrière et on a justement cette chance de probablement pas avoir besoin d'aller contre sa nature ou contre ce qu'on est capable de faire, mais parce qu'aussi on a été construite comme ça. C'est-à-dire que moi, en grandissant, entre guillemets, professionnellement dans des boîtes anglo-saxonnes, malgré tout ce que je vous ai raconté comme anecdote, qui m'ont rappelé que j'étais une femme à plusieurs reprises, et malgré ce que j'ai vécu, par exemple, de très douloureux en 2010, ça aurait pu aussi arriver à un homme d'ailleurs, pour d'autres raisons. Mais malgré tout ça, j'ai grandi en m'imprégnant de tout ça, en voyant les choses qui étaient... Enfin, la façon dont la voie était ouverte par mes prédécesseurs et mes prédécesseuses, et en m'inscrivant finalement dans quelque chose qui évolue quand même. Donc aujourd'hui, c'était peut-être un besoin de survie pour elles, je ne sais pas, mais aujourd'hui, pour moi, ça n'est plus un besoin de survie pour les femmes qui occupent des postes de direction dans l'immobilier. Donc, de se travestir. Ouais. Donc j'en suis incapable, mais je pense que la chance que j'ai, c'est d'être arrivée plus tard et de ne pas en avoir besoin. Et j'espère que les générations après en auront encore moins besoin et surtout qu'elles vivront encore moins cette différence et qu'à la fin, être un homme et une femme, tout le monde s'en fichera. Et ça, 220 ans, ça va être un peu long. On espère un peu plus rapidement. Mais après, moi, je vois certaines jeunes femmes dans l'immobilier, parfois qui m'interpellent en me disant j'ai entendu que tu as dit tel truc, vraiment super, merci. Enfin, je pense qu'on a aussi ce devoir, maintenant que les choses sont peut-être un peu plus simples, je dis pas qu'elles sont simples, je dis pas qu'elles sont normales, je dis un peu plus simples, d'accompagner davantage celles qui arrivent derrière. Et moi, je mets un point d'honneur vraiment à répondre à toutes les sollicitations de jeunes femmes qui ont envie juste de prendre un café, d'échanger, même pas forcément uniquement parce que je suis une femme, parce qu'elles vont certainement échanger, prendre des cafés avec des homologues masculins, mais parce que je considère que c'est mon rôle aussi de répondre aux questions des plus jeunes quand ils ou elles en ont, et qu'il y a une forme de sororité quelque part qui doit se mettre en œuvre. Alors, elle est probablement pas partagée par toutes de ma génération, mais je trouve qu'elle est bien davantage qu'à une époque. Et c'est probablement lié au fait que les précédentes nous ont ouvert la voie et qu'aujourd'hui, on a un combat de moins à mener. On en a d'autres, mais on en a probablement un peu moins. C'est sûr. Moi, je me demande aussi le rapport au client, l'externe. Parce que finalement, l'interne, on progresse. Les clients restent des clients. Le client est roi, entre guillemets, je mets des gros guillemets. Et d'ailleurs, on vous a refusé un poste pour justement faire face à un promoteur. Donc, c'était l'excuse. La réalité, c'est qu'on voulait pas donner le poste à une femme. Oui, n'empêche que c'est une excuse qui était assez valable pour eux pour qu'ils la disent. Donc, en tant que tel, c'est vrai. Vous pouvez pas dire c'est parce que vous avez des enfants. Bon, ils ne sont pas permis celle-là. Mais non, j'en avais déjà 2 en plus. C'était compliqué. C'était compliqué. Non, mais du coup, comment vous avez fait vis-à-vis des clients ? Est-ce qu'il y a des codes que vous avez adaptés ? Est-ce que finalement, ça passe naturellement ? Enfin, comment ça se passe vis-à-vis d'eux ? Alors, les clients, ça dépend, parce que souvent, nos clients, ceux qu'on voit, ce sont les directeurs immobiliers, et il y a beaucoup d'entreprises qui ont des directeurs immobiliers qui sont des directrices immobilières. Donc là, ça aide. Après, ce qui est marrant, en revanche, c'est on a beaucoup de projets de développement, et c'est vrai qu'avec ce monde de la construction, des architectes, là, c'est souvent plus drôle. Et c'est vrai que je vais, moins maintenant, mais au début, quand j'allais au rendez-vous, j'y allais avec mon directeur du développement, qui est à peine plus âgé que moi, mais qui est beaucoup plus grand, qui fait beaucoup plus senior. Et qui est un homme. Et c'est vrai que ça m'est arrivé à plusieurs reprises que je l'accompagnais au rendez-vous, on y allait ensemble. Et puis les gens lui parlaient à lui.
Et puis, lui parler à lui. Et puis, à un moment, il fallait prendre une décision où on demandait un avis, ou voilà. Il se tournait vers moi. Et là, l'interlocuteur comprenait qu'en fait, la personne qui devait décider in fine, c'était moi. Et donc, il y avait toujours un moment de gêne. C'est drôle, ça. Ah oui, je me souviens d'une fois où on est allé... on devait choisir, parce que quand on fait un nouveau projet, on doit choisir un prototype. Souvent, il y a plusieurs couleurs de façade ou plusieurs façons de faire les façades, etc. Donc, on va voir des prototypes. Et littéralement, l'architecte me tournait le dos. Bon, il connaissait mon directeur du développement, puisqu'ils travaillaient ensemble depuis longtemps sur le projet. Moi, c'était la première fois qu'on se rencontrait. Il y avait beaucoup de monde, c'était en extérieur, donc finalement, il n'y a pas eu le petit tour de table habituel de la salle en salle de réunion pour dire qui est qui. Donc, on est rentré dans le vif du sujet très vite. Et l'architecte, littéralement, me tournait le dos. Et puis, à un moment, le directeur du développement dit « Non, mais c'est à Christelle qu'il faut que tu parles. » Et là, il s'est retourné et il m'a regardé de haut, parce qu'évidemment, il était plus grand que moi. Et je lui dis oui, bon, je ne veux pas vous déranger, hein, mais effectivement, à la fin, c'est quand même mieux si vous me parlez de visu, parce que de dos, c'est un peu moins bien. C'est hyper gênant. Du coup, il a été gêné, il s'excusait même pas? Si, un peu, mais bon, après, c'est pas grave, ça arrive quand même souvent. Ben, j'imagine, ça vous arrive encore, j'imagine. Oui. Ça arrive, pour l'instant, ça arrive toujours. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées pour essayer d'adapter ou ça vous fait sourire plutôt sur la situation? Non, ça me fait rire et j'adore justement me mettre un peu en retrait et regarder les choses de l'extérieur aussi pour voir comment les gens considèrent les autres. En fait, moi, j'ai toujours considéré que tout le monde avait sa place et tout le monde avait de la valeur. C'est-à-dire que même s'il y a un jeune, souvent, parfois ça arrive qu'on a des jeunes en stage de 3e, par exemple, bah, je lui parle aussi. C'est-à-dire que je considère qu'à partir du moment où on est 10 autour de la table, bah, il y a les 10 qui comptent. C'est pas, il n'y a pas que le DG ou que le décideur qui doit compter. Tout le monde, finalement, si tout le monde est autour de la table, c'est probablement pour une raison. Et quand bien même ce serait le stagiaire de 3e qui n'est là que pour une semaine, eh ben, il compte aussi. Et donc, pour moi, ça a toujours été hyper normal de parler à tout le monde comme si tout le monde avait la même importance, finalement. Alors, c'est peut-être un tort, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, souvent, j'attends de voir comment les choses se passent. Après, c'est l'avantage d'avoir le titre de directrice générale et de prendre la décision finale. C'est que les gens, finalement, c'est à eux de faire en sorte de vous prendre en compte et pas l'inverse. C'est mon petit pouvoir. Bah oui, on y revient finalement. On y revient, exactement. Vous voyez que vous l'aimez, ce pouvoir-là. Ouais. Un peu. Non, il y a le poids du titre. Ça a changé des choses quand vous avez eu le titre de directrice ou pas? Ouais, ça change des choses. Ça change le regard des autres, ça change le regard des interlocuteurs, ça change des choses, bien sûr. Non, mais c'est important de le dire parce qu'on l'oublie, parce qu'il y a plein de femmes qui font le travail avant d'avoir le titre. Enfin, c'est très courant, c'est un peu triste, mais c'est un peu ce qui vous arrive avec cette histoire de poste. Et en fait, tant qu'elles n'ont pas le titre, c'est quand même pas pareil, quoi. Ah non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et en plus, moi, j'ai eu un gros désavantage, c'est que j'ai longtemps, alors c'est moins le cas maintenant, mais j'ai longtemps fait beaucoup plus jeune que mon âge. Et souvent en réunion, je m'obligeais, parce que j'ai eu des enfants assez jeunes, à parler de mes enfants pour montrer que finalement, j'étais pas juste stagiaire ou junior ou que j'avais une vraie voix à donner dans les réunions. Et je me souviens que plusieurs fois, ça s'est arrivé qu'on me regarde en disant « Mais t'as déjà des enfants, mais t'as quel âge ?» Et quand je donnais mon âge, je disais « Ah bon, tu fais vachement plus jeune, ah ok, d'accord. » Et en fait, du coup, on m'écoutait plus. C'est marrant l'utilisation des enfants comme valeur d'expérience professionnelle, du coup, parce que c'est ça l'idée. Oui, c'était une façon de dire que j'étais pas si jeune que j'en avais l'air, en fait. Non, et c'est très drôle, parce que c'est vrai que j'ai une amie qui me disait que les hommes parlent tout le temps de leurs enfants. Enfin, c'est assez courant qu'ils parlent de leurs enfants pour parler de leurs vacances, etc. En mode, j'ai des enfants. Et elle avait un bébé à ce moment-là. Elle dit, moi, j'en parle plus parce que sinon, on ne parle que de ça. Donc, à l'inverse, pour le coup, elle voulait pas, drôle. Mais elle l'a eu très tard. Ouais. Donc, c'était pas la même logique. Et vous, du coup, vous en parliez pour mettre en avant. Donc, c'est pas plus mal. Pour caler, en fait, quelque part, un référentiel d'âge dans l'esprit de mes interlocuteurs pour que, quelque part, ma parole ait plus de valeur. Ça vous a posé un problème d'avoir des enfants dans le milieu immobilier? Ouais, j'allais dire misogyne, mais plus ou moins, en tout cas dans le milieu immobilier. Alors oui, mais après, est-ce que c'était une excuse facile ou pas? Je sais pas, mais oui, il y a des jobs qu'on m'a refusés parce que tu comprends, t'as un enfant, tu vas forcément avoir un deuxième, ou t'as un enfant en bas âge, donc tu vas forcément être absente parce qu'il sera malade et donc on ne donne pas le poste. Ça, on me l'a dit. Vous l'a dit directement? Ah, on me l'a dit, ouais. Mais j'adore le fait qu'on me l'a dise, quoi. Okay. On m'a dit aussi, t'as 2 enfants, est-ce que tu pourrais t'engager à pas faire de 3e? Non, alors c'est pas prévu, mais je vais pas le signer de mon sang, donc non. Ah bon, c'est dommage parce que tu sais, 2 c'est bien. Hein. Oui, d'accord. J'adore. Femme ou homme, tous ces gens-là? Alors les autres hommes, et là c'était une femme. C'est une femme qui vous a demandé un engagement de pas prendre un 3e? Pas faire un 3e. Bon, j'ai pas eu le job. J'imagine. Bon, en même temps, est-ce que vous le vouliez? Le 3e ou le job? Non, le job.
À ce moment-là, oui. Mais après, je suis quelqu'un qui croit assez dans une espèce d'ordre immanent, enfin de quelque chose qui plane au-dessus de nous, qui fait que les choses n'arrivent jamais par hasard. Et donc, je pense que si j'avais eu ce poste-là, peut-être que j'aurais pas eu les postes d'après, et peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pas le poste que j'ai. Donc, en fait, tous les postes que je n'ai pas eus, même si c'était pour de très mauvaises raisons, finalement, je me dis qu'aujourd'hui, c'est sûrement une bonne chose que je les ai pas eues parce que j'ai construit ma route autrement. Après, toutes les excuses qu'on vous a données, ces excuses qu'on voit dans tous les secteurs, c'est juste qu'on les donne rarement aussi frontalement. Moi, les rares personnes qui m'ont dit, c'est les chasseurs de tête qui le répètent en off. Oui. Parce que ça arrive aussi. Oui, alors c'était ce qu'on me disait via les chasseurs de tête. C'est ça, c'est les chasseurs de tête qui le répètent en off. Tout à fait. Je sais pas s'ils le font encore aujourd'hui, c'était il y a quelques années. Sauf l'histoire du 3e. Ça, c'était la personne qui recrutait directement. Mais parce que c'était une femme, je pense qu'elle se l'est permise. Ouais. Ce qui reste scandaleux, hein, mais... mais une femme très bien par ailleurs, en plus, c'est ça le pire. J'imagine. On dit ça de tous les hommes à qui il y a des problèmes de loi aussi, je veux dire. Oui, non, mais elle, vraiment, c'est une femme super. Et là, maintenant, je me dis, je sais pas à quel moment, quelle mouche l'a piqué de sortir ça, mais bon, voilà. Je sais pas, elle en avait 3, elle, du coup? Non, justement, en plus, elle m'a expliqué que c'était super parce qu'elle en avait 2 et que c'était vachement bien. J'adore. On arrive à la fin de l'interview. J'aimerais revenir un peu sur ce que vous avez dit sur l'Observatoire de la parité, l'Observatoire de la Charte de la parité, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est un peu compliqué. Sur l'Observatoire de la Charte de la parité, vous avez dit que vous avez mis plein de choses en place, qu'aujourd'hui ça fonctionne un peu moins. Est-ce que vous avez vu des résultats? Ça fait 2 ans que vous êtes présidente, mais l'Observatoire existe depuis 2019, si j'ai bien suivi. Depuis 2021. Ça fait 4 ans. Depuis 2021, il existe, ok. Ouais. Donc, il existe depuis 2021. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui que ça stagne, et en tout cas avec la crise, ça redescend, mais est-ce que vous voyez justement une évolution dans votre métier? Alors, là vers le bas, mais vers le haut, et comment est-ce que les choses se mettent en place au fil de l'eau, en fait? Alors, malheureusement, avec l'Observatoire, on n'observe pas trop d'évolution favorable des indicateurs. En revanche, ce qu'on voit, c'est que dans les plus jeunes générations, ça représente quelque chose que l'entreprise signe cette charte. Oui, mais du coup, d'autant plus s'ils ne la respectent pas, j'imagine. Ça doit faire un contrepoids énorme, non? Oui, alors la plupart essayent de le respecter. Alors souvent, déjà, les critères qu'ils choisissent sont ceux qu'ils respectent déjà. Ça, c'est facile. Il y a un vrai sujet, par contre, sur le sujet de la visibilité. Ça, c'est... Parce qu'un de nos 4 critères obligatoires, ça vient d'une association qui s'appelle Jamais sans elle. Et nous, on demande, quand quelqu'un d'une de nos entreprises signataires intervient sur un panel de conférence où il y a au moins 3 personnes, de ne pas intervenir s'il n'y a pas au moins une femme. Okay. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, mais qui arrive encore d'avoir un panel avec 4 hommes plus un intervieweur, donc 5 hommes sur la scène. Et c'est là que souvent on reçoit des messages de personnes qui nous disent « Oui, est-ce que ma société a signé ? Parce que quand même... » Bon, voilà. Je trouve ça bizarre qu'on ait mis que 4 hommes et qu'il n'y ait pas de femmes. Mais après, nous, on a aussi beaucoup œuvré là-dedans en faisant des formations, en proposant des formations pour les femmes, pour qu'elles osent parler aussi, parce que parfois, c'est elles-mêmes qui se mettent des barrières, en rappelant aux hommes qui se mettent en valeur quand ils laissent parler des collaboratrices plutôt que eux. Mettent en valeur leurs collaboratrices, vous voulez dire? Bien sûr. Ah oui. Parce que je dirais que eux se mettent en valeur. Oui, ça, je indirectement, quand ils laissent ça les met en valeur de mettre... Oui, ça, j'ai compris. Parce qu'une fois, il y en a un qui m'a dit « Ouais, mais c'est moi le chef. » Je dis « Ouais, mais tu te rends compte de l'image que tu donnes quand tu laisses une de tes collaboratrices prendre la parole à ta place ? Tu passes pour un mec vachement bien. » Il dit « Ah ouais, j'avais pas vu les choses comme ça. » Bon, j'attends la prochaine conférence pour voir s'il laisse parler une de ses collaboratrices. Mais non, on voit que les choses changent surtout dans l'état d'esprit des plus jeunes et dans ce qu'ils insufflent en interne. Et on le voit aussi chez certains dirigeants. On a eu des dirigeants qui nous ont dit « Mais en fait, je me rends compte que je suis vraiment un super mauvais élève. C'était complètement inconscient, mais en fait, je suis nulle sur le sujet. Il faut vraiment que je change les choses. C'est pas possible de rester comme ça. On n'arrive plus à recruter. C'est très dur et encore moins des femmes. Donc, il faut vraiment qu'on change les choses pour pouvoir les attirer et pour pouvoir les faire venir. » Donc, je pense que les choses viennent surtout du bas. Enfin, ce qui est insufflé vient du haut, évidemment, mais les changements vont venir par la pression du bas parce que les plus jeunes ont besoin que ça change, en fait. Tant mieux. C'est ce qu'on observe. Après, on n'y est clairement pas. Il y a encore, je crois, un quart des entreprises de l'immobilier qui n'ont pas de femmes dans leur comex. Après, si on prend au niveau national, je suis pas sûre que ce serait très différent. Enfin, je veux dire, si je l'étends, un quart, finalement, c'est pas mal. En vrai, oui. C'est un peu triste. Mais on trouve que c'est pas assez, en tout cas. Je suis d'accord avec vous. Mais si on regarde au niveau national, je pense qu'il y a certains secteurs, on est même à 50%. Donc, oui. C'est sûr qu'on n'est pas la métallurgie ou l'automobile, clairement. Voilà. Ou même la finance de façon plus large, ou même le milieu de la start-up et de la tech. Enfin, j'en ai quelques sujets comme ça. Bien sûr. Donc voilà. Et à l'inverse, dans des métiers très féminins, il y a des comités qui sont que de femmes et c'est compliqué. Donc voilà. Mais par contre, ça reste 25% quand même. C'est que qu'il arrive.
arrive. Oui. Donc, faites bien le noter. Et du coup, ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous souhaiteriez voir évoluer dans la société et les organisations pour arriver à une égalité de pouvoir? Alors moi, je suis comme tout le monde, je n'aime pas du tout l'idée des quotas. Mais je crois que malheureusement, sans ça changera pas. Et encore moins dans une période de crise. C'est-à-dire que si on force pas un peu la main, en fait, il se passera pas grand-chose. Ou en tout cas, ça ira tellement lentement qu'on reviendra aux 200 ans que vous évoquiez. C'est une discussion que j'ai eue avec beaucoup de dirigeants qui me disent « Mais non, mais moi, je vois pas le problème. De toute façon, moi, je prends le meilleur, qu'il soit un homme ou une femme. Mais encore faut-il qu'on lui mette une femme sous le nez. » Je crois beaucoup à des actions du type shortlist paritaire. Et après, on prend le meilleur. Je crois beaucoup à des actions de visibilité, on en a parlé. Il y a aussi des sujets de rémunération. Enfin, j'en parlais sur cette première proposition d'embauche qu'on m'a faite avec un écart de rémunération que je n'ai pas su expliquer autrement que par le genre. Je pense qu'il faut qu'on travaille aussi beaucoup là-dessus. Je pense que la directive européenne sur la transparence des salaires, qui va créer d'autres biais, je ne suis pas sûre que ce soit totalement une bonne idée. Mais en tout cas, ça s'impose à nous. Et je pense que là-dessus, ça fera peut-être bouger les lignes. Mais voilà, je pense que malheureusement, en tout cas pour un pays comme la France, s'il n'y a pas de sanctions, il ne se passe rien. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que l'index EGAPRO, il n'y a pas de sanctions. Si, il y en aura. 3 ans. Dans 2029, il y en aura. Ouais, voilà, mais bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc Après, c'est 1% de la masse salariale, par contre, la sanction. Mais ce sera pas, elle sera quand même. Par contre, c'est que les entreprises depuis 1000 salariés qui ont un siège en France. Enfin, c'est pas... Ça limite quand même beaucoup beaucoup, quoi. Voilà. mais quand il avait été question d'un indice senior, au moment des débuts des discussions sur la réforme des retraites, je me souviens que le côté coercitif était apparu directement. Alors que sur les GAPRO, jamais. Donc c'est là où on voit quand même que les mentalités sont clairement pas mûres et qu'il y a encore plein de choses à faire. Mais malheureusement, moi, je pense qu'on l'a vu sur les conseils d'administration, ça a fait énormément évoluer les choses. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de conseils d'administration où les hommes se plaignent des femmes qui sont présentes. D'ailleurs, souvent, elles bossent un petit peu plus et c'est elles qui ont les comités qui demandent le plus de travail. Et elles se sont formées. Voilà. Mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose et on voit que ça marche. Donc je pense que il faut peut-être pas imposer le 50-50 parce que c'est pas forcément toujours possible et ni souhaitable. Mais imposer une dose de femmes en plus, comme le prévoit la loi Rixain au sein des Comex. Alors c'est drôle parce que nous on l'a mis dans des engagements obligatoires de la charte. Il y a des entreprises qui nous disent oh là là vous êtes dur, cet engagement-là il est hyper dur à tenir. Et quand on leur dit mais attendez c'est la loi en fait, la loi Rixain elle démarre en 25 et puis 27. Mars 2026, là. 26, voilà, c'est ça. Et puis il y a un autre cran, je crois, en 27. En 29. 29, pardon. Ouais. Et ils nous disent ah bon, parce qu'il y a une loi là-dessus ? Oui, il y a une loi. Et elle n'est pas connue de tous, malheureusement, apparemment. Mais je pense que ça fait partie des choses qui vont aller dans le bon sens, sous réserve que la crise ne nous fasse pas repartir très en arrière. Parce que c'est vrai que le fameux backlash venu des États-Unis est quand même assez puissant. Sur tous les sujets environnementaux, on le voit, mais aussi malheureusement sur les sujets de diversité. Et bon, voilà. Après, c'est un peu dommage de se dire que les femmes, c'est la diversité, parce qu'on fait quand même la moitié de la population mondiale et de la population française. Mais bon, si c'est ainsi, il faut jouer avec ces règles-là, mais il faut essayer de les faire évoluer très vite pour qu'on puisse arriver à un peu plus de parité et de diversité pour le bien de tous, y compris des hommes. Merci beaucoup. Merci Nelly. Si vous avez aimé cette interview, partagez-le autour de vous. Dites-le nous aussi en commentaire, sur les plateformes ou sur les réseaux. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et bien sûr, pensez aux étoiles pour toujours nous donner plus de visibilité. Merci beaucoup et à bientôt.